Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, fait face à des problèmes économiques considérables, la décélération de sa croissance, la chute des recettes pétrolières, le déficit budgétaire et le déficit de sa balance commerciale. Cependant, les programmes de redressement économique conclus avec le FMI suscitent plus d'inquiétudes sur les capacités des gouvernements à mener les réformes pour diversifier leur économie et sortir de cette crise sans précédent. Et comment sortir justement de ce cercle vicieux pour un cercle plus vertueux? C'est la problématique au cœur du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale qui se réunit depuis quelques jours à Douala. Et pour en parler sur ce plateau spécial, je reçois Itou Imudung. Vous êtes économiste du bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies. Bienvenue. Merci, merci. Justement, quelle est la santé économique de l'Afrique centrale à l'heure actuelle? Vous l'avez bien dit, nous avons eu l'opportunité au cours de notre réunion qui se tient depuis 2 jours de présenter la situation concernant les pays d'Afrique centrale, les pays de la CEMAC et les pays hors CEMAC. On a pu constater que tous les indicateurs sont quasiment au rouge. Pour l'année 2016, un taux de croissance qui en baisse, estimé autour de 0,2% concernant les pays de la CEMAC, les déficits publics qui s'approfondissent, déficit au niveau des comptes courants également, une inflation relativement maîtrisée quand même, et bien entendu une tendance à une augmentation du rythme de l'endettement, bien que les indicateurs pour tous les pays de la CEMAC restent en deçà de la norme communautaire de 70%. On s'inquiète du rythme d'augmentation de cette dette publique. Alors justement, comment la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, justement, comment est-ce qu'elle entrevoit cette situation économique en Afrique centrale? J'aimerais qu'on y aille pas à pas sur ces causes principales de la décélération de la croissance. D'abord sur le déficit budgétaire. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? La situation du déficit budgétaire est liée forcément à la chute drastique des recettes budgétaires liées à la baisse des cours des matières premières, notamment du pétrole, depuis mi-2014. L'essentiel des pays d'Afrique centrale sont producteurs de matières premières et qui sont forcément exposés au choc externe, du type baisse des cours du pétrole, du type modification du taux de change. La principale cause de la crise actuelle est celle-là. Et la CEA pense qu'il faut changer leur modèle de croissance, s'appuyer davantage sur des secteurs porteurs en matière de productivité, l'industrie manufacturière, les services modernes, plutôt que s'en tenir à des secteurs comme l'agriculture traditionnelle ou les secteurs des industries extractives qui ont l'inconvénient d'être constitués d'enclaves et qui n'ont pas d'effet suffisant en matière de retomber sur le reste du tissu productif dans ces pays. Alors le fait que l'Afrique centrale replonge dans une crise économique liée à la chute des recettes pétrolières, alors qu'il y a à peine une quinzaine d'années, elle venait de sortir des ajustements structurels liés toujours à une autre crise, comment expliquer qu'en l'espace de 20 ans, elle subit de plein fouet 2 importantes crises économiques? C'est comme je vous le disais tantôt, c'est lié à leur modèle de croissance, leur structure de production qui n'a pas changé fondamentalement. Si les pays d'Afrique centrale en matière de structure de production avaient une part plus importante du secteur manufacturier ou du secteur des services modernes, ils seraient moins exposés au choc externe. On ne parlerait pas aujourd'hui de crise. Donc le problème est celui-là. Il n'y a pas eu de modification suffisante au niveau de la structure de production. Il y a même eu pour plusieurs pays d'entre eux une désindustrialisation, c'est-à-dire une baisse de la part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut, au profit du secteur des services notamment. Dans quel état se trouve cette industrie en Afrique centrale, notamment l'industrie manufacturière? Est-ce qu'elle existe? Sous quelle forme? Et comment est-ce que vous, à la CEA, vous scrutez son évolution et sa contribution dans le PIB de la sous-région? Je vous prends l'exemple, par exemple, des pays d'Afrique centrale, les pays de la CEMAC. On a présenté il y a quelques jours la situation au niveau de l'importance du secteur manufacturier. On a pu constater qu'au niveau de la CEMAC, le Cameroun a le taux le plus important avec une part de l'ordre de 14% dans le produit intérieur brut. 14% seulement. Et lorsqu'on examine la situation particulière de ce pays qui est considéré comme ayant
la part la plus importante du secteur manufacturier. On s'intéresse à la valeur ajoutée manufacturière qui est un indicateur de transformation structurelle. On constate que la valeur ajoutée manufacturière par habitant est de 154 $ contre 1717 $ pour la Malaisie par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes structurels, des problèmes de transformation structurelle dans les pays d'Afrique centrale qu'il importe de régler. Justement, alors que ce secteur manufacturier rencontre de sérieuses difficultés, il y a la balance commerciale qui ne cesse de se creuser avec un déficit important, alors que l'Afrique centrale regorge d'un important potentiel agro-industriel. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe selon vous à la CEA ? Mais la balance commerciale est liée à la structure de production, ce qu'on produit et ce qu'on exporte. Si on exporte essentiellement des matières premières et que ces matières premières, leur cours sur les marchés internationaux chute, forcément il y a un impact sur les exportations, un impact sur la balance commerciale, sur le temps que les importations, elles, ne baissent pas suffisamment. Donc s'il y a une baisse des exportations plus importante que celle des importations, on en arrive à des déficits structurels au niveau de la balance commerciale. Donc la question essentielle de la diversification se pose pour les pays d'Afrique centrale. Alors cette diversification de l'économie, on a vu quelques pays d'Afrique centrale avancer de certains programmes, notamment dans le secteur de l'agriculture. On a vu au Gabon, au Tchad, des programmes agricoles annoncés il y a quelques années, également au Cameroun. Est-ce que ces différentes réformes annoncées dans le secteur agricole ont porté le fruit, selon vous, à la Commission économique d'Afrique centrale auprès des Nations Unies? Il y a des efforts qui ont été faits, mais pas à la hauteur des attentes. Parce qu'il est bien de privilégier le secteur de l'agriculture, mais il faut savoir quelle agriculture est la plus porteuse en termes de productivité. L'idée, c'est de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, à l'agro-industrie, ou bénéficier des effets en termes de productivité. Souvent, les choix concernant ces pays se sont portés sur l'agriculture traditionnelle, la production de produits non transformés, destinés à l'exportation. L'idée, c'est d'arriver à les transformer pour la consommation non seulement intérieure, mais également pour les marchés extérieurs. Donc, l'agro-industrie a tout son rôle à jouer dans la transformation structurelle de ces pays. Itu Imundung, vous avez observé que le monde rural est assez pauvre en Afrique centrale et fait face à de sérieux problèmes infrastructurels. Et également, est-ce que ce ne sont pas des problématiques à résoudre en priorité pour davantage permettre au monde agricole de mieux exister? Si, bien entendu, on a bien entendu. Dans l'approche que nous avons depuis plusieurs années au niveau de la CEA, c'est celle de la promotion de l'industrialisation et notamment à travers la résolution de toutes les problématiques liées au goulot d'étranglement en matière de transport, d'infrastructure, d'énergie, entre autres. Et on met un point d'honneur dans le cadre de la politique industrielle à régler toutes ces problématiques-là pour permettre non seulement, comme je l'ai dit tantôt, d'augmenter la part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut de manière à susciter une croissance qui soit inclusive, donc qui puisse bénéficier non seulement aux populations de les zones urbaines, mais également aux populations des zones rurales, de manière à régler ces problématiques de pauvreté. Justement, ce monde rural qui attend beaucoup et qui peine à avoir des financements spécifiques pour booster davantage, accompagner les agriculteurs et les exploitations agricoles paysannes. Alors sur ce plan financier, où il y a une importante présence des banques en Afrique centrale, pourquoi ce secteur peine toujours à être financé, à recevoir les financements adéquats? Mais le problème peut être vu des deux côtés. Du côté des banques elles-mêmes ou des structures, des institutions de financement de ces activités agricoles, et du côté des agriculteurs eux-mêmes. Du côté des banques, peut-être qu'il n'y a pas de structure spécifique qui puisse être dédiée au financement dans ces secteurs particuliers. Donc l'idée, c'est d'arriver à, comme dans plusieurs pays qui l'ont fait, à mettre en place des structures appropriées en termes de banques agricoles. L'expérience a souvent été menée, mais elle n'a pas porté ses fruits. De l'autre côté, les banques, elles se plaignent de la qualité des dossiers qui leur sont soumis. Souvent, les opérateurs économiques ou qui souhaitent bénéficier du financement n'ont pas le recul suffisant en matière de capacité de montage de projets. Et c'est une des recommandations de la réunion que nous tenons aujourd'hui.
Nous pensons que pour une des causes principales de l'échec des politiques d'industrialisation, c'est lié au fait que souvent les acteurs n'ont pas la capacité nécessaire pour monter des projets. Donc nous lançons un appel au renforcement des capacités en matière de montage des projets, de manière à ce qu'ils puissent être capables de monter des projets bancables, qui puissent bénéficier de l'appui des institutions de financement du développement, entre autres. Donc, plusieurs pays africains, notamment en Afrique centrale, ont mis sur pied ce qu'ils ont appelé des bureaux de mise à niveau des entreprises, surtout avec ces accords de partenariat économique qui ont été signés avec l'Occident, l'Union européenne, avec justement le programme l'AGOA, la loi américaine qui permet d'exporter un certain nombre de produits vers les États-Unis. Alors, les PME qui constituent l'essentiel du secteur privé en Afrique centrale, elles broient du noir au quotidien. Alors, quelle est leur place dans la stratégie de développement économique inclusive à long terme en Afrique centrale? Les PME ont tout leur rôle à jouer dans le processus d'industrialisation. Ce sont les principaux acteurs du côté des opérateurs économiques qu'il importe de privilégier, qu'il importe d'accompagner, qu'il importe de soutenir. Et vous faites bien de parler des agences ou des institutions d'appui qui ont été créées notamment dans le cadre du Cameroun, institutions de mise à niveau des entreprises, en lien avec les opportunités offertes au niveau international comme l'AGOA. Nous avons eu l'opportunité au niveau de la CEA en 2011 de mener une enquête sur l'efficacité de l'AGOA auprès des opérateurs économiques. Nous avons fait le tour de plusieurs pays d'Afrique centrale. Et le constat qui apparaît, c'est que plusieurs d'entre eux, plusieurs opérateurs économiques, n'ont pas pu bénéficier de l'AGOA parce qu'ils avaient un problème de capacité à élaborer des produits qui puissent respecter les standards et normes internationaux en termes environnementaux, en termes de qualité. Et donc, d'où l'intérêt, et j'invite tous les autres pays de la CEMAC à le faire, à suivre l'exemple du Cameroun, de créer une institution en charge de la mise à niveau des entreprises, de manière à permettre à ces opérateurs économiques d'arriver à respecter les standards de qualité, pouvoir non seulement vendre au niveau local, mais surtout vendre au niveau international et bénéficier d'autant d'opportunités que sont l'AGOA ou encore d'autres accords commerciaux au niveau international. Alors, vous parlez là de l'intégration de la démarche qualité dans le processus de production pour les PME en Afrique centrale. Qu'est-ce qui explique que jusqu'aujourd'hui, alors que le marché de la sous-région est de plus en plus ouvert à la compétitivité internationale, que cette démarche qualité ne soit pas intégrée dans l'appareil productif sous-régional? C'est lié à l'insuffisance de structures d'accompagnement. Pour pouvoir respecter cette démarche qualité, il faut pouvoir accompagner les opérateurs économiques, il faut pouvoir créer les structures nécessaires. Toutes les parties prenantes ont leur rôle à jouer, les pouvoirs publics dans la création d'institutions dédiées notamment à l'accompagnement en termes de technologie, de maîtrise technologique entre autres, au niveau sous-régional ou régional, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dans l'accompagnement des opérateurs économiques dans leur capacité à pouvoir développer des brevets entre autres. Donc c'est un problème essentiel qu'il importe de régler à tous les niveaux de la chaîne d'acteurs. Justement, vous êtes au bureau sous-régional de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, précisément l'Afrique centrale. Comment vous appréciez l'intégration régionale économique dans cette sous-région? On a tendance à dire que la sous-région Afrique centrale est la seule région la moins intégrée du continent africain. C'est à nuancer parce qu'en Afrique du Nord, notamment, il y a d'autres problèmes au niveau de l'Union du Maghreb arabe. Mais lorsqu'on observe le processus d'intégration régionale, on a lieu de s'inquiéter parce qu'on est censé avoir franchi l'étape de l'union douanière au niveau de la CEMAC, s'engager dans un processus de marché commun avec la libre circulation des personnes au-delà de la libre circulation des biens qui est déjà acquise dans le cadre de l'union douanière. Le principal problème au niveau de la libre circulation des biens, c'est celui de la persistance d'obstacles non tarifaires. Le problème d'obstacles tarifaires ayant été franchi dans le cadre de la zone de libre-échange et dans le cadre de l'union douanière, il se pose encore un problème. Les opérateurs économiques n'arrivent pas
à circuler librement, faire circuler librement leurs biens au-delà de leurs frontières nationales, parce qu'il y a encore un certain nombre de pesanteurs au niveau des administrations douanières, au niveau des frontières. Le problème majeur, c'est celui de la libre circulation des personnes. Ben pourtant, sur le plan sous-régional, les différents chefs d'État ont marqué leur volonté politique à accélérer cette intégration sous-régionale, mais au niveau des frontières, c'est une autre réalité que vivent les opérateurs économiques. Nous avons tenu ici un sommet il y a 2 ans sur cette question de libre circulation des personnes, notamment suite à la décision, l'acte additionnel des chefs d'État de la CEMAC d'autoriser la libre circulation des personnes. On a pu constater 2 ans plus tard qu'elle n'est pas effective. Il semblerait que ce soit lié à l'impréparation des structures ou des institutions douanières du point de vue technique, la capacité à avoir des appareils susceptibles de lire des documents qui puissent être sécurisés, documents d'identité entre autres. Donc il y a une phase de préparation technique qu'il importe de passer pour pouvoir régler ces problématiques-là et permettre la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire national. Mais le secteur de la sous-région, mais il y a quand même un acquis. 4 pays sur 6 des pays de la sous-région autorisent librement la circulation de leurs citoyens sans visa dans la zone. Alors, il y a une inquiétude sur cette intégration sous-régionale, c'est la signature de l'APE intérimaire entre le Cameroun et l'Union européenne. Au départ, tout le monde s'attendait à un accord sous-régional entre l'Union européenne et l'Afrique centrale, et finalement, le Cameroun y est allé seul, et les autres pays de la sous-région, les pays voisins, sont de plus en plus réticents. Comment vous, à la CEA, la Commission des Nations Unies pour l'économie dans la sous-région Afrique centrale, comment est-ce que vous entrevoyez ce problème? L'idéal aurait été que l'accord de partenariat économique soit signé dans le cadre de la configuration négociante CEMAC plus Sao Tomé et Principe. Il est un peu dommage que le Cameroun ait signé son accord intérimaire, mais des négociations sont en cours pour pouvoir avoir un accord qui puisse être concernant toute la sous-région, parce que le fait que le Cameroun signe cet accord intérimaire remet en question d'une certaine manière les accords signés au niveau sous-régional local de l'Union douanière. Donc il importe que dans le cadre des négociations qui sont en cours, on puisse arriver à, in fine, à un accord qui puisse concerner tous les pays de la sous-région dans le cadre de la configuration négociante constituée préalablement. Alors j'aimerais évoquer avec vous le climat des affaires dans la sous-région Afrique centrale, une sous-région qui a un énorme potentiel touristique, agricole, également un scandale minier, comme aiment dire certains chefs d'État africains, mais cependant très peu d'investisseurs se bousculent pour venir mettre les capitaux en Afrique centrale. Quelle est votre analyse du climat des affaires dans la sous-région? Il importe d'avoir un regard assez précis sur la question du climat des affaires. Ça dépend du type d'entreprise qu'on souhaite attirer. Les investisseurs, ils viennent, mais dans des secteurs qui ne sont pas porteurs pour la transformation structurelle du continent africain. Les investisseurs viennent encore dans les secteurs des industries extractives. Le problème ne se pose pas. Ce que nous voulons, nous, c'est privilégier l'attractivité dans les secteurs porteurs des activités productives. Industrie manufacturière et services modernes. Le problème se pose à ce niveau-là. Pour ce faire, il faut régler un certain nombre de pesanteurs, comme on le dit tantôt. Il faut régler la question de la taille du marché. Les pays ont des marchés qui sont suffisamment étroits. Il importe de penser la question du climat des affaires dans une approche sous-régionale. Considérer le marché sous-régional comme le marché à privilégier pour pouvoir permettre notamment aux opérateurs économiques d'avoir une ambition et avoir des opportunités en termes d'économie d'échelle. Il faut régler les problématiques liées à la question d'infrastructure qui se posent dans la sous-région. On a encore des problèmes de base en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de technologie de l'information et de la communication, même si des efforts ont été faits. Donc autant de goulets d'étranglement qu'il importe de régler pour pouvoir attirer des investisseurs dans les secteurs porteurs, des industries manufacturières et des services modernes. Alors justement, ces investisseurs posent un sérieux problème lié à la corruption dans les administrations de la sous-région Afrique centrale, qui ne sont pas souvent bien classés dans l'indice de perception de la corruption dans le monde. Quelles sont les recommandations de la Commission économique pour l'Afrique à ce sujet?
Je parlais plutôt de gouvernance plutôt que de corruption. Hein. Nous avons mené des réflexions sur la question de la gouvernance en Afrique. On a beaucoup milité et réfléchi, notamment dans le cadre de l'approche du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, qui est un dispositif créé au niveau de l'Union africaine pour permettre aux pays, les différents pays de la sous-région de se concerter de manière à s'auto-évaluer, pouvoir régler ces problématiques de questions de gouvernance, parce qu'ils constituent effectivement un sérieux frein à l'attractivité vis-à-vis des opérateurs économiques dans les secteurs que nous attendons. Alors justement, l'Afrique centrale qui est retournée au FMI pour négocier des programmes de redressement économique en raison de la crise actuelle. Le Gabon, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique ont déjà négocié ces accords de redressement, ces programmes de redressement économique. Est-ce que cela va résoudre le problème de la diversité des activités de production pour éviter à nouveau de plonger dans une prochaine crise économique? Si l'on observe les accords qui sont signés actuellement dans le cadre du programme de réforme économique et financière, parce que c'est le programme de réforme économique et financière de la CEMAC est le cadre par excellence de négociation des accords avec les institutions de Bretton Woods. C'est ce cadre-là qui a été défini. On a l'avantage de considérer, dans le contexte actuel, que le volet ajustement interne et externe, ajustement budgétaire, a été mis aux côtés du volet diversification économique. Avant, on pensait la question de l'ajustement structurel dans sa dimension juste de court terme, l'ajustement budgétaire, monétaire, sans l'associer à la question de la diversification économique. L'axe stratégique numéro 3 du programme de réforme économique et financière de la CEAC et de la CEMAC est consacré à la question de la diversification économique. Et dans son approche, le FMI désormais considère cette question de la diversification économique comme importante. Donc c'est une nouvelle prise de conscience, la nécessité au-delà de l'ajustement de court terme, de régler les problématiques de diversification de long terme, parce que la solution passe par ça. Tant que les pays d'Afrique centrale n'auront pas diversifié leur économie, n'auront pas augmenté la part du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut, ils seront toujours exposés aux chocs externes. Donc les accords avec le FMI permettront de régler les problématiques de court terme, permettront de revenir, on l'espère, dans le court terme à un meilleur équilibre au niveau des macroéconomiques, au niveau des principales agrégats macroéconomiques, au niveau de la croissance économique, au niveau des finances publiques avec le solde budgétaire, au niveau des comptes courants. Mais il importe que la question de la diversification soit réglée pour éviter d'être encore exposé au choc. Alors, est-il possible de diversifier cette économie dans ce contexte où les pays d'Afrique centrale font face à un sérieux problème de liquidité et il faut serrer la ceinture pour pouvoir justement renflouer à nouveau les caisses de la BEAC? Oui, bien entendu. Un des points d'orgue des programmes qui sont signés actuellement, c'est d'arriver à préserver un minimum de dépenses considérées comme utiles au développement du pays. Les dépenses sociales, certes, mais également les dépenses liées à la mise en œuvre des programmes, dans le cadre notamment des programmes de développement ou des plans de développement qui ont été initiés. Pour ce faire, au-delà du soutien des institutions comme le FMI, les États de la sous-région ont encore recours à la possibilité de solliciter le marché dans le cadre des opérations d'appel à l'épargne publique, comme beaucoup l'ont fait, du reste, mais avec le souci, bien entendu, de ne pas s'engager dans un processus de réendettement qui puisse être non soutenable à terme. Justement, cette dette publique qui inquiète tous les observateurs et tous les bailleurs de fonds. Pourtant, la CEMAC estime qu'elle n'a pas atteint le plafond de 70% du PIB, sauf certains pays comme le Congo, Brazzaville et d'autres pays. Mais pourquoi cette dette publique inquiète autant tous les économistes? Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. J'ai présenté la situation il y a 2 jours concernant la question du ratio de l'encours de la dette publique sur le produit intérieur brut.
j'ai pu constater qu'effectivement le Congo est à le niveau le plus haut, mais qui dépasse pas les 70%, et autour de 50%. Mais la question essentielle, c'est celle du rythme de l'endettement. On constate effectivement que tous les pays sont dans un rythme qui s'accélère. Donc la question fondamentale est celle-là, c'est d'arriver à freiner ce rythme d'endettement pour ne pas s'enliser et arriver à des niveaux qui ne sont pas soutenables. Mais la question effectivement du taux à 70%, c'est une question qui se pose pour des pays qui sont censés s'engager dans une dynamique de développement. On se pose la question de l'opportunité d'un taux à 70% alors que d'autres ont bénéficié d'autres conditions plus favorables. Alors, qu'est-ce que le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique? Qu'est-ce que ce bureau propose pour la CEMAC afin véritablement de s'engager sur l'émergence économique et de rayonner sur le plan africain? La CEA a une préconisation simple depuis 5 ou 6 ans, industrialisation, industrialisation, industrialisation pour la transformation structurelle, c'est-à-dire déployer les moyens, les ressources, le facteur travail, et le facteur capital des secteurs des industries extractives, l'agriculture traditionnelle vers l'industrie manufacturière et services modernes. Et pour ce faire, il faut une politique industrielle qui soit efficace, c'est-à-dire qui soit conçue et menée sous l'égide des plus hautes autorités des pays, qui puisse permettre d'identifier les secteurs les plus porteurs et qui puisse permettre de régler tous les goulots d'étranglement dont on a vu en matière d'infrastructure, entre autres, qui puisse être mené non pas seulement par les ministères de l'Industrie, mais également par tous les ministères sectoriels concernés, qui puisse impliquer le secteur privé et tous les acteurs concernés, autant de recommandations qui figurent dans les publications de la CEA. Alors le secteur privé, lui, il estime qu'il n'est pas toujours associé justement aux différentes réformes structurelles économiques pour amorcer le développement inclusif en Afrique centrale. Que faut-il faire à ce niveau? Mais il faut arriver à créer une plateforme de concertation permanente entre le secteur public et le secteur privé. Nous organisons depuis 2 jours ici une réunion ad hoc d'experts sur la question de la transformation structurelle en Afrique, du cercle vicieux au cercle vertueux. Nous avons pris soin d'inviter le secteur privé, le GICAM au niveau national, au niveau sous-régional, les opérateurs privés, pour qu'ils donnent leur point de vue, qu'ils soient associés à la réflexion sur le devenir industriel de la sous-région. Merci Itou Imudung, vous êtes économiste au bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale réalisée sur le site où se tient ce comité intergouvernemental d'experts d'Afrique centrale qui réfléchit sur la problématique liée au cercle vicieux dans lequel se trouve l'Afrique centrale, qui doit en sortir pour amorcer son émergence économique. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique sur Equinox Télévision.